euh, et ce séminaire. Claude est un homme des écarts. Outre son statut de père fondateur pour notre association, il multiplie les grands écarts du lycée à l'université, de Lausanne à Paris, de l'anthropologie de terrain à la narratologie parfois, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la Grèce, de la philologie à la pragmatique, par le détour d'une discipline qu'il a contribué à fonder et qui elle-même est une discipline d'écart, l'ethnopoétique. On peut le croiser devant des classes de collège en Seine-Saint-Denis où il accepte d'intervenir avec la générosité qui le caractérise, aussi bien que dans une assemblée militante réunie par l'association Louise Michel, dans un séminaire organisé par l'EHESS, au Collège de France, etc. Je passe évidemment. Euh, et surtout, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles sa pensée est matricielle pour notre réflexion, il a œuvré et œuvre encore aujourd'hui à envisager une antiquité au présent, interrogée depuis notre contemporain le plus brûlant. Je donnerai un exemple, c'est son étude des mythes dans Qu'est-ce que la mythologie grecque, parue en 2015, qui s'appuie sur une perspective critique et va de pair avec l'implication politique à partir du décentrement que permet le détour par l'Antiquité. Ça lui permet d'interroger la place de l'homme au présent, exercice auquel il se livre par exemple la même année dans Avenir de la planète et urgence climatique, toujours en 2015. Dans toutes ces dimensions, dans tous ces chantiers qu'il mène de front, sans cesser de tisser avec rigueur et exigence le dialogue entre des aires culturelles, au demeurant fort éloignées, la comparaison représente un outil central à partir d'une perspective héritée de Marcel Estienne, dont il n'hésite pas à tirer le bilan en même temps qu'il en récupère la fécondité des intuitions. Par la comparaison, les récits deviennent autant d'effets de sens ancrés dans une situation énonciative donnée qui les révèle comme formes idéologiques. Et sur le sujet, il a publié notamment, et entre autres, Comparer en histoire des religions antiques, controverses et propositions en 2012 avec Bruce Lincoln, Comparer les comparatistes, perspectives sur l'histoire et les sciences des religions avec Maya Burger en 2006. Et aujourd'hui, il va nous parler des défis de l'exigence comparatiste à partir d'une analyse anthropologico-historique de l'Antiquité gréco-romaine. Et tu as la parole et l'écran. Je voulais vous dire d'abord le plaisir que j'ai à me retrouver ici dans un séminaire d'Antiquité au présent, mais aussi le sentiment d'émotion, enfin l'émotion en général, de manière générale, qui me saisit en pensant aux différents itinéraires que nous avons parcourus de concert dans ce séminaire et grâce à ce séminaire. Et mon émotion, elle est aussi par la personne que je vais évoquer maintenant à travers le petit texte que j'aimerais vous lire, le témoignage que j'aimerais vous lire maintenant, un témoignage tout à fait informel. Vous allez très bien comprendre de quoi, je vais expliquer de quoi il s'agit. Merci, mon cher Claude, d'avoir organisé avec le cher Bruce, j'aime son style trappeur, autour de Comparing. Faire ce que l'on fait, l'exposer avec ici et là des exemples, cela était instructif. Il semble moins facile de faire retour sur des procédures et des pratiques pour les analyses en les mettant ou en les ouvrant à la perspective d'autres, aussi invités, d'autres, donc des personnes qui sont aussi invitées à se réfléchir. Le se est souligné. D'évidence plus riche que les conversations avec Jeffrey, il s'agit de Jeffrey Lloyd, mais il y avait malentendu. Nul n'a évoqué le tout comparable de Descola et ses 4 ontologies. Merci, meilleurs vœux, et c'est signé Marco, et la date de ce mot qui est porté par cette reproduction ici, que je fais
euh, passé, c'est le 20 décembre 2010. C'est donc le mot que m'a adressé Marco à la suite d'une rencontre que j'avais organisée au centre Anima sous le titre Les approches comparatives en histoire des religions exotiques, controverses et controverses et propositions. Et de ce colloque, finalement, est issu ce volume, enfin, ce collectif, avec un titre à peu près analogue, Comparé en histoire des religions optiques, et le sous-titre est légèrement modifié, c'est controverse et proposition. Et on va revenir ici sur ce concept de controverse. Avec les interventions à cette occasion, donc, de Maurizio Bettini, de Marcel Détienne lui-même, de Paige Dubois, de David Frankfurter, de Bruce Lincoln, mentionné par Marco, et puis de John Scheid. Et alors, son allusion à Jeffrey, c'est une allusion à Jeffrey Lloyd, et il fait référence là à un colloque que j'avais organisé dans le même cadre, également, au centre Anima, qui était peut-être encore le centre Gernet à ce moment-là, en 2005 ou 2006. Jeffrey Lloyd avait été invité au Collège de France pour faire une série de conférences, et je l'avais invité, enfin, j'avais organisé un débat entre Jeffrey Lloyd d'un côté et puis Marcel Détienne de l'autre, avec une issue qui n'avait, enfin, ils avaient eu un peu de difficulté, disons, à trouver un terrain d'entente, mais c'est une autre histoire. Pour le moment, on se comparait, et en particulier comparer en histoire des religions exotiques. Je peux peut-être montrer. Ah ben non, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas effacer la reine. Non, Ah bon? Ça n'apparaît pas. ça n'apparaît pas là. C'est hyper bizarre. Non, ça n'apparaît pas. Oui, non, mais c'est pour les personnes qui sont. Ah bon? Non, il ne voit pas. Ah, il ne voit pas. Il n'y a que vous qui payez ça. Ok. Ah bon? Oh, Il n'arrête pas là. alors, Ouais, sur le marge. bien. Donc, euh, que l'enquête comparative soit conduite dans la dimension historique ou de manière synchronique, la comparaison, je l'affirme en guise de prélude, la comparaison est au fondement de l'anthropologie culturelle et sociale. Et j'aimerais essayer de le montrer à travers 5 étapes. J'aimerais d'abord faire un tout petit peu d'histoire, ce sera extrêmement rapide, puis un peu de théorie, notamment à la suite des réflexions que j'ai présentées dans ma propre contribution à ce volume, et ensuite en venir naturellement aux recherches et aux propositions surtout de Marcel Détienne dans le domaine de la comparaison. Dans un quatrième et avant-dernier moment, revenir au présent, là, c'est la perspective, et donc revenir à la perspective qui est celle du séminaire avant d'arriver à quelques remarques conclusives. Au siècle des Lumières, donc, la confrontation de missionnaires éclairés avec les mœurs des sauvages du Nouveau Monde induit une comparaison d'ordre anthropologique par l'intermédiaire des us et coutumes des anciens. La base en est un sentiment religieux qui serait partagé par des femmes et des hommes qui seraient tous sous la protection du Seigneur et sous la protection du Seigneur des chrétiens, naturellement, les descendants d'Adam et d'Ève, qui partagent de ce fait une origine commune, quelle que soit leur culture. Je fais ici allusion, vous l'aurez compris, à la thèse défendue par le révérend père jésuite Joseph François Lafitau.
Je crois qu'il est malheureusement pas. Oui, ça, je suis désolé. Je pensais que la bibliographie, qui est celle du séminaire, était suffisante. Je me suis aperçu un petit peu trop tard que ça n'était pas le cas. Donc, j'établirai une bibliographie qu'on fera circuler la semaine, la semaine prochaine. Enfin, je vous rappelle quand même le titre de l'ouvrage de Lafitau, Mœurs des sauvages américains comparés aux mœurs des premiers temps. Hein. Là, vous avez les trois paramètres, disons, la comparaison, les sauvages américains, et puis les mœurs des premiers temps de la comparaison proposée par Lafitau. Donc, comparaison avec les peuplades sauvages de Hurons, des Algonquins, des Iroquois, qu'il a côtoyés au Canada et qui sont considérés comme les descendants de nos propres ancêtres, dans une perspective évidemment chrétienne. Et Grecs et Romains, à la fois idolâtres et païens, ont dans cette lignée un rôle, en quelque sorte, une place, disons, intermédiaire. Dans leurs croyances et pratiques religieuses, ces mécréants ont été les victimes, à partir d'une origine adamique, commune, d'un processus de dégradation constante. Les Américains auraient peu à peu oublié la révélation première, la vérité originelle du Dieu unique, c'est-à-dire donc évidemment le Dieu des chrétiens. C'est par l'intermédiaire de ce diffusionnisme marqué par une progressive déchéance que les coutumes des tribus indiennes de l'Amérique et de l'Amérique contemporaine, c'est de la phyto, l'Amérique du XVIIIe siècle, peuvent être, selon la phyto, peuvent être comparées dans une perspective qui est à l'évidence une perspective christiano-centrée aux mœurs des Grecs et des Romains. C'est dire donc que la culture gréco-romaine est d'emblée inscrite dans ces premiers essais, ces essais comparatifs, cet essai comparatif que je dirais, ou je qualifierais de théologico-anthropologique. Mais la comparaison, première étape, mais la comparaison instituée en tant que méthode tire, à vrai dire, son origine de ce que l'on appelait la linguistique comparée. Attelé à la tâche de reconstruire la langue d'origine des Indo-Européens, la vergleichende Sprachwissenschaft, la vergleichende Sprachwissenschaft, donc, adopte une perspective historique, non plus d'origine ou non plus d'inspiration religieuse, mais ici de dérivation et de dérivation linguistique. Le grec et les Grecs eux-mêmes s'y voient assigner une place de choix. Initié par le linguiste historien de Berlin Franz Bopp, la vaste entreprise de la grammaire comparée, die vergleichende Sprachwissenschaft, est à l'origine, comme vous le savez, du paradigme indo-européen. Au début du parcours, le sanskrit, en son terme, l'allemand, pour Bopp, évidemment, sa langue maternelle. On aura donc compris que cette vaste morphologie, cette morphologie à la fois lexicale et grammaticale, qui est entendue comme une physique, sinon comme une physiologie, est orientée par un développement historique et surtout orientée par un développement d'ordre généalogique. Ce développement passe évidemment par le grec pour s'achever de manière évolutionniste, en quelque sorte, avec la langue du savant linguiste, c'est-à-dire l'allemand. En ce qui concerne en particulier l'Antiquité gréco-romaine, Friedrich Max Müller a été l'un des opérateurs
de transfert de la méthode comparative depuis la linguistique indo-européenne dans le domaine de l'histoire des religions, d'une part, mais je crois qu'on peut dire de manière plus générale dans le domaine de l'anthropologie. Friedrich Max Müller, qui, vous le savez, est l'auteur des Lectures on the Science of Language. Il a commencé par la comparaison dans les langues, la comparaison linguistique, pour passer ensuite à une comparative mythology, un essai qui est consacré en particulier à ce qu'il appelle la religion anthropologique. C'est-à-dire que de la philologie comparée qui est fondée, en ce qui concerne Müller, sur la lecture du Rig Veda, on passe à la théologie comparée, une théologie comparée qui dessine le parcours de l'humanité entière. Ce parcours historique nous conduit ainsi des mythologies spéculatives des anciens à la religion universelle, qui est évidemment représentée par le christianisme. La perspective est alors non seulement historique, mais imprimant au cours de l'histoire une orientation finalisée, elle devient évolutionniste. C'est essentiel de le relever. Les Grecs, dans cette évolution, seraient appelés à jouer un rôle clé dans ce passage, notamment par ce qu'on appelle des mythes, de ce passage donc des religions primitives à la religion éclairée, et la religion éclairée évidemment par la révélation chrétienne. Dans le domaine francophone en particulier, le nouveau paradigme indo-européen ne va pas tarder à être soumis à la concurrence comparative du paradigme sémitique, inspiré évidemment par l'Ancien Testament. Néanmoins, désormais attaché à la religion, l'esprit des langues indo-européennes va asseoir sa supériorité sur celui des langues sémites. Vous voyez, je pense, à qui je fais allusion. Donc, ici, c'est la ligne directrice, disons, qui sous-tend l'histoire générale du système comparé des langues sémitiques, publié par Ernest Renan, une première fois en 1863. Et cet esprit des langues indo-européennes, qui se révèle supérieur au modèle des langues sémites, est mis en contraste de plus avec la sauvagerie primitive des races, ce que Renan appelle les races, qui sont définies par la langue, la religion, les lois et les mœurs. Davantage d'ailleurs que par le sens. L'exception, disons, culturelle du concept de race. Donc, hiérarchisation comparative, hein, c'est essentiel, proposée par Ernest Renan. Par ailleurs, toujours pour rester dans le domaine francophone, parallèlement à ces perspectives historiques, évolutionnistes et hiérarchisantes, se fait jour l'exigence, à proprement parler anthropologique, formulée par Joseph-Marie Desgérondeaux, dans le mémoire qu'il adresse en 1800 aux membres de la société, la fameuse société, la société des observateurs de l'homme. Et je cite, « L'esprit d'observation est une marche sûre. Il rassemble les faits pour les comparer. » De nouveau, la comparaison au cœur de la démarche anthropologique. Et il les compare pour les mieux connaître. Les sciences naturelles ne sont en somme qu'une suite de comparaisons.
Or, ajoute de Gérandeau, de tous les termes de comparaison que nous pouvons choisir, il n'en est point de plus curieux, de plus fécond en méditation utile que celui que nous présentent les peuples sauvages. Quoi qu'il en soit, c'est le corpus, pour aller encore un peu plus loin dans ce parcours historique évidemment extrêmement rapide, quoi qu'il en soit, c'est le corpus des récits héroïques constitués pour chaque peuple en mythologie qui va en fait fournir le terrain des entreprises comparatistes et des entreprises comparatistes que je dirais systématiques. À ce titre, et très rapidement, je cite d'abord, et je pense en particulier à Friedrich Max Müller, qui intitule sa recherche Comparative Mythology, trouvez les deux termes, Comparative Mythology, un essai, une première édition apparue à Londres en 1856, pardon, 1856, et qui propose une analyse comparée, une analyse étymologique de la dénomination et de la dénomination de figures divines qui renvoient ou qui renverraient à des phénomènes physiques. Dans cet ordre d'idées, il faut naturellement citer James George Fraser dans The Golden Bough, A Study of Magic and Religion. Il y a bien 5 ou 6 volumes, je crois, 6 volumes publiés à partir de 1890, où on assiste à la juxtaposition associationniste de pratiques culturelles, de représentations symboliques différentes autour d'un thème, disons d'un thème commun ou d'un dénominateur commun, comme par exemple l'esprit de la végétation ou l'esprit de l'année, l'Eniautos daimon. Et puis, dans ces grandes entreprises comparatives, naturellement, Georges Dumézil, qui, dans son examen comparatif des grands mythes et des grands mythes épiques, des grands mythes mis en scène dans l'épopée, relève l'existence d'une idéologie, cette idéologie qu'il qualifie d'idéologie indo-européenne, une idéologie donc qui se caractérise, comme vous le savez, par les trois fonctions du sacré de la souveraineté, de la guerre, deuxième fonction, et puis troisième fonction, production et reproduction. Lévi-Strauss, naturellement, Claude Lévi-Strauss, avec les 4 volumes des mythologiques, qui relèvent dans cette mythologie la variation, la transformation continue de récits dont la matière sémantique, je suis évidemment ici extrêmement rapide, serait organisée en code, en opposition binaire, et une matière sémantique qui, organisée dans ces structures, organisée dans des structures qui renverraient en définitive aux structures universelles de l'esprit humain. Et finalement, comme me le rappelait en 2010 Marcel Détienne, Michel Descola, je fais évidemment référence ici à son ouvrage Par-delà nature et culture, qui a paru chez Gallimard, paru en 2005, qui, dans son examen des différentes possibilités de relations des sociétés humaines, des cultures humaines, de l'homme, enfin des humains eux-mêmes avec leur environnement qu'il appelle leur extériorité. Je n'aime pas beaucoup ce concept, mais on pourra y revenir dans la discussion. Quoi qu'il en soit, qui distingue donc 4 ontologies: l'animisme, le totémisme, l'analogisme, le naturalisme. Vous voyez qu'on se trouve là toujours dans une perspective d'ordre structural.
Et ceci donc pour ce très rapide parcours historique. Un peu quelques notions maintenant de théorie. En effet, à l'issue des grandes entreprises comparatistes du XXe siècle, c'est en particulier la littérature comparée qui a remis à l'ordre du jour une démarche comparative et une démarche comparative nettement plus expérimentale, une démarche comparative d'ordre différentiel. À partir des analogies de surface qui portent à la constitution d'un corpus comparatif, la comparaison identifie des différences qui renvoient aux spécificités de chacune des manifestations culturelles comparées. Sans doute fondées par définition sur des analogies de surface, sur ce que Wittgenstein aurait appelé des aires de famille, la comparaison, dans cette mesure, ne peut être que relative, contrastive et, j'ajoute, différentielle. J'y reviendrai encore brièvement en conclusion. Elle s'emploiera à révéler les spécificités plus que les ressemblances, des ressemblances qu'on risque d'interpréter en termes génétiques de filiation. On l'a bien vu dans toutes les entreprises, les grandes entreprises comparatives du XIXe siècle, alors, ou bien en termes génétiques de filiation, ou bien en termes réifiants d'universaux, et c'est un petit peu le cas évidemment, chez la tendance, disons, chez Claude Lévi-Strauss. Par ailleurs, on a aussi proposé de limiter la démarche comparative à des manifestations de culture en relation effective de voisinage aussi bien spatial naturellement que, enfin, voisinage spatial, mais aussi voisinage évidemment temporel. Néanmoins, ces perspectives de comparaison nouvelles par le biais des interactions culturelles ne permettent pas d'éviter de tracer des liens de filiation culturelle avec le risque, c'est une possibilité, mais on a ici, je pense, le risque d'établir des hiérarchisations et des hiérarchisations qui, évidemment, sont orientées, on risque de tomber dans le travers des grandes entreprises comparatives du XIXe siècle. À vrai dire, soit qu'elles se focalisent sur différences et contrastes, soit qu'elles se limitent aux interactions culturelles dans la dimension géographique et dans la profondeur de l'histoire, ces propositions de comparaison et ces propositions de comparaison aux ambitions désormais plus modestes, par des approches qui sont des approches plus expérimentales, font en général l'impasse sur les opérateurs même de la comparaison, et c'est rapidement le second point théorique que j'aimerais proposer ici, ou aborder ici. Donc, une démarche comparative, pardon, qui est fondée sur un triangle comparatif, un triangle naturellement qui peut devenir un quadrilatère ou un pentagone, pour simplifier, parlons d'un triangle, un triangle comparatif qui est composé du comparatum, mais aussi du comparans, et il s'agit dans un deuxième temps de s'intéresser précisément au comparans lui-même. Donc, d'une part, les sujets comparants. Les sujets comparants, des sujets érudits, femmes et hommes à l'évidence, avec leur formation universitaire en anthropologie culturelle et sociale, avec leur pratique ethnographique, de terrain, en anthropologie en tout cas. Des sujets, d'une part, en contact dialogique avec des informateurs sur le terrain, mais d'autre part, des sujets qui sont impliqués dans un champ d'enjeux académiques et institutionnels.
des sujets donc acteurs, acteurs académiques, dépendant de paradigmes culturels, dépendant de paradigmes épistémologiques, de paradigmes culturels épistémologiques qui, à l'évidence, sont marqués dans l'espace et dans le temps. Ces sujets comparants sont aussi des sujets auteurs, naturellement, face à des manifestations culturelles distantes qu'ils constituent en objet d'anthropologie pour les configurer, non seulement, mais non seulement pour les configurer, mais surtout les transformer en forme de discours pour aboutir aux monographies, aux nombreuses monographies que j'ai mentionnées. Ce dont il faut tenir compte aussi du point de vue théorique et quant au sommet du triangle comparatif, ce sont les concepts comparants. Les concepts comparants, des catégories que j'appellerais des catégories de niveau intermédiaire, des catégories semi-figurées ou à l'inverse des catégories ou de manière complémentaire plutôt des catégories semi-formelles telles la magie, le fétiche, le tabou, le cannibalisme, le mythe naturellement, le rite d'initiation tribale, etc., etc. La religion aussi. Ces concepts instrumentaux sont les opérateurs de ce qui se révèle être une opération de traduction transculturelle. Si je parle de traduction transculturelle, c'est qu'il s'agit de passer des notions émiques, des notions propres à la culture qui fait l'objet de l'examen comparatif, à nos propres catégories, qui sont des catégories dites éthiques, tout en relevant que les catégories, pour nous, émiques, les catégories indigènes, les catégories de la culture propre, ou des cultures propres, sont souvent assorties elles-mêmes de concepts éthiques. C'est évidemment particulièrement le cas en Grèce ancienne. Et ce dont il faut tenir compte, finalement, troisième point, toujours du point de vue du sommet du triangle de la comparaison, ce sont les stratégies et les stratégies discursives, les stratégies d'ordre verbal, des stratégies qui configurent l'objet anthropologique, qui le construisent à partir de l'enquête de terrain, en pensant à la littérature comparée à partir de la lecture des textes, et pour évidemment restituer l'objet anthropologique dans une monographie savante. Au nombre de ces procédures, naturellement, les procédés de la narration, les procédés de la schématisation, ceux de la figuration, la métaphore jouent un rôle important aussi pour à la fois constituer, mais aussi représenter, transmettre et transmettre discursivement l'objet anthropologique. Il faut tenir compte de plus des stratégies rhétoriques qui sont destinées à convaincre le public qui est implicitement visé par l'enquête et surtout par le résultat de l'enquête sous forme de monographie. D'où la sensibilité, évidemment, en ce qui me concerne, aux tournures d'ordre énonciatif qui sont relatives, évidemment, à toute mise en discours. Idéalement, donc, la comparaison anthropologique ne peut être que polyphonique. Elle ne peut que réunir autour d'un objet ou d'un problème commun les spécialistes de différentes cultures en synchronie ou en diachronie,
dans une entreprise comparative polycéphale. Ce qui m'amène maintenant à mes troisièmes considérations qui concernent les recherches comparatives de Marcel Détienne. Marcel Détienne qui, dans l'essai qu'on a présenté tout à l'heure, Comparer l'incomparable, se fait l'avocat de ce qu'il appelle un comparatisme et un comparatisme pluriel. Un comparatisme pluriel. Est-ce que peut-être vous avez quand même quelques questions jusqu'ici avant que j'en vienne aux travaux, enfin à certains des travaux de Marcel Détienne? Moi, j'ai une petite question. Je sais si c'est possible. Oui, non, c'est peut-être des questions de détail, des précisions, et puis oui. les questions plus importantes, en effet. Oui, c'est une question de détail. Est-ce que je n'ai jamais tout à fait saisi, et j'en profite puisque tu es là justement, cette... Sandra, on t'entend pas. Ah mince, pourtant j'ai mis le son. Attends, j'augmente le son. Sinon, c'est pas grave. On va t'entendre. Pas encore, j'ai des problèmes. Vas-y, Sandra. Est-ce que tu m'entends ou c'est mon appareil qui On m'entend? t'entend. C'est bon. C'est juste, est-ce que tu peux revenir sur le fait qu'il y ait des concepts éthiques à l'intérieur même des catégories indigènes, et tu as dit que la Grèce ancienne était un bon exemple pour cela. Tu as dit que les catégories indigènes sont souvent assorties de concepts éthiques. Je pense par exemple à toute la réflexion de Platon sur ce que nous appelons les mythes, et non seulement sa réflexion, mais le fait qu'il recrée des mythes, par exemple. D'accord, donc c'est un discours sur sa propre société. Sur sa propre, Ok, d'accord, merci. oui. Ça commence d'ailleurs avec Hérodote. Hein. Oui, d'accord, oui, c'est un discours à l'intérieur, ok. Hein, quand il discute des logioi et des logoi que lui transmettent les logioi, c'est un discours du second degré. Enfin, Oui, et donc justement, de notre point de vue, comment on les dénomme de notre point de vue éthique? Il y a du indigène degré 1 et du indigène éthique degré 2. Enfin, tu vois, c'est ça, c'était juste au niveau de la dénomination. Oui. C'est juste ça. C'était une remarque d'Olivier de Sardan, un article qui a été publié dans l'Homme dans les années 90, qui a très bien montré ce que pour là, il s'agissait de je ne sais plus quelle culture africaine, comme il y avait toujours une réflexion en quelque sorte sur les propres récits, en l'occurrence des indigènes. Ok. Si je peux rebondir Ouais. là-dessus, plutôt que de dire que c'est éthique, est-ce que c'est pas juste la condition de certains acteurs qui ont un regard plus distancié que les autres, dans le sens des experts qui ont un regard un peu extérieur sur la culture et qui essayent de donner une cohérence à quelque chose qui n'en a pas vraiment et qui est de l'ordre quand même de la pratique. Et, Ouais. et Platon qui se distancie, mais c'est pas vraiment éthique, il reste dans le système. Tout à fait. Oui. Oui. Non, l'exemple n'est-ce pas, ce qui est en ce qui concerne Platon et ce qui concerne la question du mythe, ce qui est tout à fait significatif, c'est que Platon recrée ses propres récits, et les récits qu'il recrée, ne serait-ce que l'histoire de l'Atlantique, il les recrée à partir de ce qui est émique, c'est-à-dire de sa tradition, la tradition indigène ou de sa propre tradition culturelle. Hein. Et c'est dans le Protagoras, je crois, oui, sauf erreur, dans le Protagoras, quand il donne une version très particulière de ce qui est devenu pour nous le mythe de Prométhée, il dit explicitement, ici, nous n'allons pas recourir au logos, mais au mythos, donnant à mythos la signification que nous donnons au terme mythe. Alors, ce n'est pas du tout le cas, même je fais une recherche de ce point de vue-là chez les tragiques. Thucydide n'emploie pas le terme, mais enfin, chez les poètes tragiques, mythos désigne encore le discours argumenté, et le discours argumenté qui éventuellement
peut recourir comme argument à ce que nous appelons un mythe, un récit héroïque. Voilà. Mais est-ce que nous, on aurait un terme technique pour distinguer ces deux types de catégories? Tu vois, c'est-à-dire que nous, ce sont des catégories d'ordre éthique. Mhm. Nous avons l'usage de mutos. Et donc, comment est-ce qu'on nomme? Est-ce que c'est l'éthique de l'individu? Enfin, tu vois, c'est l'éthique dans les MIC. Enfin, il faut qu'on ait un terme différent pour la catégorie platonicienne et la nôtre, par exemple. Oui. Oui, mais ça, ce sont nos propres catégories et nos propres catégories qui sont justement à remettre en question. Et ça, c'est le problème. J'y reviendrai rapidement en conclusion du retour et de retour critique sur le présent et de retour critique sur le présent, notamment sur nos opérateurs de la comparaison à partir de l'enquête comparative et à partir de la culture autre, de la culture différente. Oui, peut-être une précision éthique sans H, hein. Oui, oui. Parce que pour ceux qui ne sont pas habitués à ce concept émique de l'intérieur, Oui. éthique de l'extérieur, sans H. C'est évident, je pense, pour beaucoup de personnes, au cas où. D'autres réactions? On peut laisser Claude reprendre ce Oui. propos. Marcel Détienne. Donc, Marcel Détienne, qui non seulement s'est fait l'avocat à plusieurs reprises de recherche comparative et de recherche comparative qui portent sur plusieurs cultures, et d'ailleurs sur plusieurs cultures aussi bien anciennes que contemporaines, des recherches qui, évidemment, dans les investigations qu'il a animées sont menées par plusieurs anthropologues. Et comme vous le savez, Détienne a animé lui-même, initié à la fois, animé, organisé plusieurs de ces recherches comparatives euh, à plusieurs voies. Et c'est justement dans Comparer l'incomparable où il revient sur certaines de ces recherches communes qu'il plaide à cet égard autant pour la collaboration entre des anthropologues spécialistes d'un terrain culturel singulier, mais il se fait l'avocat aussi d'une rupture avec celles et ceux qui n'ont pas manqué de déclarer la comme incomparable. Portant sur des représentations ou des pratiques communes à plusieurs cultures, les enquêtes sont donc, et les enquêtes animées par Détienne, sont fondées sur une démarche, et qui est précisément une démarche de comparaison et de comparaison différentielle. Ainsi en va-t-il, par exemple, je vais ici très vite, de la démarche comparative sur les tracés de fondation, paru en 1980, enfin, dont le résultat est paru en 1900 dans un collectif publié en 1990, tracés de fondation qui réunit en contraste hellénistes, latinistes, indianistes, africanistes, américanistes et spécialistes de l'extrême-orient. Ils sont confrontés différentes manières, nous dit Détienne, de territorialiser, de délimiter des sites tracés de fondation. Et cela dans des actes fondateurs qui sont assumés par des figures qui souvent sont venues de l'extérieur, parfois aussi d'ailleurs dans le refus du commencement. Donc, geste de délimitation, geste de purification, geste de sacrifice aussi, des gestes qui sont fondés sur des mythes, ce que nous appelons des mythes, sur des récits d'origine qui réfèrent ces pratiques et qui réfèrent ces tracés de fondation à un événement
premier. Et les exemples donnés par les différents interlocuteurs de la recherche organisée par d'Étienne dans Tracé de Fondation, pardon, donne des exemples tirés de l'Inde post-védique, les Indiens Guayakis aussi. Il y a un passage également par les Mayas, le Japon, sauf erreur. Il y a les Bobos du Burkina Faso. Et puis, dans la dimension historique, la culture hittite et naturellement, et l'Athènes classique et la Rome républicaine. Cela sous l'intitulé comparatiste, vous le rappelez sans doute, comment faire du territoire. Suivent les enquêtes focalisées successivement sur les régimes d'historicité, sur ceux qui les proposent, les imposent, en tentant d'en inscrire les fondements dans une mémoire collective. Je pense aussi à l'enquête comparative sur les polythéismes, en l'occurrence essentiellement sur le polythéisme grec. Il n'y a pas de volume collectif, mais uniquement une série d'articles qui ont été publiés. Et c'est ici que, du point de vue de l'analyse des polythéismes, d'Étienne propose les principes énoncés par Georges Dumézil quant à ces distinctions qui portent sur la figure d'une divinité, mais aussi sur ses modes d'action, sur son champ de compétences. Il y a là aussi une réflexion extrêmement intéressante sur l'agencement des groupes de divinités, évidemment, en régime polythéiste. Et ces éléments, c'est un concept que d'Étienne, sur lequel Marcel d'Étienne insiste de nouveau quand il revient sur cette recherche d'en comparer l'incomparable, ces éléments servent de réactifs à ce qu'il appelle de réactifs qui invitent à ce qu'il appelle une micro-analyse qui nous ferait pénétrer dans un véritable laboratoire, un laboratoire de chimie comparative. Et puis, j'aimerais aussi mentionner rapidement ici aussi son travail, son entreprise comparative sur les pratiques d'assemblée et les formes du politique, avec notamment leur lieu d'exercice et leur lieu d'exercice en des espaces qui sont évidemment des espaces hautement symboliques. Des formes donc qui se fondent sur ce que Détienne appelle des microfigurations du politique qui sont à prendre en considération sans frontières ni d'espace ni de temps. De nouveau, une comparaison qui, du point de vue chronologique, mais aussi du point de vue de l'espace, est absolument, disons, neutre. Mais la démarche anthropologique est, à plus forte raison, l'approche comparatiste se révèle sans un retour sur le présent auquel est confronté leur opérateur ou leur opératrice. À cet égard, on ne saurait manquer les essais que Marcel d'Étienne a proposé sous le titre par ailleurs significatif de Les Grecs et nous. Les Grecs et nous, c'est un volume qui est apparu en 2005, a proposé donc pour reformuler les principes d'une anthropologie de la Grèce ancienne, mais aussi pour montrer qu'une anthropologie historique de l'Antiquité grecque ne se conçoit pas sans une démarche comparative. De ce point de vue, le livre débouche sur une véritable profession de foi. Donc, je fais allusion ici, je ne crois pas qu'il soit dans la
bibliographie, c'est Les Grecs et nous, une anthropologie comparée de la Grèce ancienne, paru chez Perrin, en 2005. Paru chez Perrin en 2005. Citation, donc, qui prend la figure d'une profession de foi. En mettant le cap sur la variabilité des cultures, les tenants d'une telle anthropologie comparée, aimantés par les dissonances, feront voir la misère des corporations rangées dans les bocaux des disciplines, mais d'ailleurs disciplines entre guillemets. Ils dénonceront la bêtise de l'incomparabilité. Dans cette mesure, Détienne nous invite à une pratique comparative conçue comme une pratique de laboratoire. Il répète ce qu'il a déjà dit dans Comparer les comparables. C'est une pratique, conclut-il, faite d'exercices, des exercices, je cite encore, qui permettent de comprendre ce qu'il y a d'étrange, ce qu'il y a de très éloigné dans le plus familier. De là, la double exigence à nos yeux, d'une part, d'une comparaison différentielle qui fait apparaître par contraste les spécificités, mais aussi la nécessité d'une comparaison par-delà les distances, aussi bien dans l'espace et dans le temps. C'est une évidence. Anthropologie comparative et anthropologie historique ont donc partie liée, en particulier pour les manifestations culturelles de la Grèce ancienne. Elles sont en quelque sorte sœurs. Je cite encore Détienne, toujours dans le même essai Les Grecs et nous. L'anthropologie qui se veut comparer doit nécessairement se faire entre les ethnologues de terrain et des historiens, dit-il, à terroir spécifique. Sans doute peut-on se montrer plus catégorique encore dans la profession de foi. En effet, portant sur une culture éloignée dans le temps, sinon dans l'espace, fille d'une très longue tradition, l'anthropologie historique de la Grèce ancienne ne se prête qu'avec réticence aux expériences de laboratoire auxquelles, en revanche, nous invite Marcel Détienne. À l'évidence, pour l'anthropologue de l'Antiquité gréco-romaine, non seulement ni travail de terrain, ni dialogue avec des informateurs ne sont possibles, mais surtout, la confrontation est avec des manifestations culturelles déjà mises en forme, c'est-à-dire des manifestations culturelles, et aussi l'iconographie naturellement, mais de manière générale avec des textes, avec des manifestations culturelles d'ordre discursif. L'asymétrie de la relation anthropologique avec la culture indigène, en ce qui concerne la Grèce, en ce qui concerne Rome naturellement aussi, est double. Et pour y pallier en partie, la démarche comparative est absolument incontournable. La comparaison s'impose donc à d'autant plus forte raison que le postmodernisme, puis le néolibéralisme, désormais à tendance libertaire, je dirais même à tendance autoritaire, désormais, libertaire c'était dans la phase précédente, le postmodernisme, donc, couplé avec l'idéologie néolibérale, ont entraîné à l'égard de toute entreprise comparative une méfiance certaine. Il en va tout d'abord de l'affirmation d'une perspective de relativisme absolu, différente et finalement incomparable, toutes les cultures seraient équivalentes. En phase avec le libéralisme politique dans sa version néolibérale, ce relativisme culturel soumet les cultures à ce qu'on considère comme la loi de la concurrence dans un marché où la plus efficace est destinée à l'emporter pour s'imposer et pour dominer les autres. Mais la démarche comparative est aussi la victime d'un textualisme qui ne voit dans la production discursive
qu'un vaste système et un vaste système d'ordre intertextuel. Il a pour corollaire une mise en doute de la portée référentielle du langage verbal, tout simplement, et à plus forte raison de la portée référentielle des langues et des langues poétiques. Cela nous renvoie, quant à la question des formes discursives que nous plaçons sous l'étiquette du mythe, aux réflexions des historiens de la littérature contemporaine, je veux dire aux historiens contemporains de la littérature en général, sur les relations entre le factuel et le fictif, d'un côté, sur la construction littéraire aussi des mondes possibles comme fiction. On a eu d'ailleurs des débats à ce propos ici même. Par ailleurs, pour en revenir à Détienne, implicitement, l'approche comparative expérimentale qui est proposée par Détienne pour faire apparaître les spécificités, en particulier pour les différentes formes du polythéisme grec, a un autre mérite. Elle s'inscrit en contraste avec les grandes entreprises comparatistes d'ordre géographico-historique que j'ai mentionné dans mon très bref parcours historique. Que ces enquêtes, d'ailleurs, soient orientées par le paradigme sémitique ou par le paradigme indo-européen. Néanmoins, marquées par une saine défiance à l'égard des grandes constructions d'ordre historique et structural, les principes de la comparaison microanalytique énoncés et appliqués par Détienne sont tout à fait valables en ce qui nous concerne, mais malheureusement, il n'inclut pas de réelle réflexion sur les opérateurs et les opérateurs même de la comparaison, et ça m'amène à ma conclusion. En effet, la pratique de la comparaison différentielle, aussi bien en littérature qu'en anthropologie, exige, je l'ai dit, un effort de traduction transculturelle. Le regard forcément décentré jeté sur d'autres cultures engage à un retour critique, non seulement un retour critique sur notre propre, non seulement un retour critique sur les sujets comparants, je l'ai déjà indiqué, et donc un retour critique sur soi-même, mais aussi un retour critique sur le paradigme dont nous dépendons. Dans cette mesure, il s'agit de revenir à cette attitude critique, et de ce point de vue, je vous invite à écouter une fois encore Marcel Détienne, mais Marcel Détienne, en l'occurrence, citant Clifford Geertz. Et ça, c'est dans un essai dont j'aurais voulu vous parler éventuellement, dans le dernier essai publié par Marcel Détienne, qui s'appelle « L'identité nationale, une énigme », où il fait une comparaison contrastive, évidemment, entre, d'une part, les mythes, ce que Nicole Laureau a réduit au mythe d'autochtonie au singulier d'Athènes, à tout le débat de la fin des années, la fin des années 2008-2009 sur l'identité et sur l'identité nationale, avec ce qu'on a dit notamment Sarkozy. Quoi qu'il en soit,
donc d'Étienne qui cite Clifford Geertz. Je crois que c'est en conclusion, une des conclusions qu'il tire dans son essai L'identité nationale, une énigme. Le passé en soi, croyance qui a nourri ce qui s'est appelé l'historicisme, n'a jamais captivé la curiosité du savoir anthropologique. En revanche, les anthropologues, depuis leurs premiers essais, ont vigoureusement défendu une approche comparative autant qu'une mise en perspective des cultures entre elles. J'aime à rappeler que l'un des buts majeurs de l'anthropologie, c'est, et ici il cite Geertz, c'est, traduisant, c'est d'amener un groupe de gens à prendre, entre parenthèses, à prendre un peu conscience, entre parenthèses, d'une partie de la manière dont vit un autre, et par là, d'une part, de la sienne. Idéalement, donc, la comparaison anthropologique ne peut être, on l'a vu avec Étienne, que polyphonique. Elle ne peut que réunir autour d'un objet ou d'un problème commun les spécialistes de différentes cultures en synchronie et en diachronie dans une entreprise comparative qui devrait être une entreprise comparative polycéphale. L'option est alors, comme le dit Étienne, celle d'un sain comparatisme et d'un comparatisme pluriel. Mais, comme j'ai essayé de l'indiquer, avant de courir le risque de la juxtaposition par un singulier pluriel au statut ambigu, la comparaison est le fait d'un érudit dans une perspective qui est une perspective que je dirais monocéphale, en pensant naturellement aux différentes recherches, aux recherches comparées que nous propose Jeffrey Lloyd entre Grèce ancienne d'un côté et Chine de l'autre. C'est ainsi donc que se dessine le triangle comparatif que j'ai signalé. Déterminé par la modernité, pour conclure sur le troisième terme, le comparans, ce troisième terme, le comparans, correspond à la position donc de l'opérateur de la comparaison, correspond également au contexte dans lequel il opère. Non seulement la prise en compte du sommet du triangle comparatif permet d'exercer le regard décentré et distant qui est par nécessité épistémologique, dirais-je, celui de l'anthropologie, celui de l'anthropologue en l'occurrence, mais qui dit regard oblique, dit aussi regard critique, un regard destiné à assurer la réflexivité de toute démarche de comparaison différentielle. La réflexivité critique découle du caractère forcément interprétatif de toute entreprise comparative dans une herméneutique anthropologique qui est relative à un temps et à un espace académique donné, celui dans lequel nous travaillons, avec naturellement sa propre évolution. Cette réflexivité nous induit à un regard critique sur le présent, sinon, il nous invite à jeter un regard critique sur ce présent, sinon à tenter d'agir et d'agir sur lui. En effet, toute pratique comparative s'inscrit dans la question herméneutique de la traductibilité des pratiques et des formes de discours culturels et symboliques d'une communauté différente. Hésitant entre le prototype et le stéréotype, les catégories semi-figurées, modernes, la personne, la religion aussi, par exemple, l'individu, l'assemblée, pour penser aux recherches d'Étienne, représentent les indispensables outils intellectuels de la traduction des cultures. Elle compte
parmi les opérateurs les plus importants de ce comme si, du comme si, de toute mise en discours anthropologique, une mise en discours elle-même indispensable à la communication non seulement dans une communauté académique donnée, mais dans notre constante confrontation aux autres, dans notre propre culture. Voilà ce que j'avais l'intention de vous présenter. Merci. Merci beaucoup, Claude. On est pile dans les temps. Peut-être des questions aussi bien à distance que dans la salle sur des points que peut-être de choses que vous aimeriez éclaircir ou prolonger. Oui, clarifier peut-être s'il y a peut-être certains termes techniques ou oui. C'était pas forcément ça, c'était pour rebondir sur quelque chose sur les entreprises comparatives et sur cette idée de polyphonie. Parce que c'est vrai que les enquêtes d'Étienne, un peu d'Étienne a dirigé de très intéressantes, mais une critique qui a été faite et qui est pas complètement fondée, en tout cas il faut l'adresser, c'est le risque en faisant ça, en disant on prend un spécialiste de la Grèce, un spécialiste de la Chine, c'est de réunifier en fait deux ensembles culturels et de dire on va en Grèce c'est comme ça, toute la Grèce unifiée, voilà, et finalement de perdre la finesse documentaire au moment où on établit ces comparaisons. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, qui demeure compliqué aujourd'hui, d'arriver à doser entre généraliser suffisamment pour qu'on arrive à comparer et ne pas réifier les objets qu'on étudie. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même des différences entre ce qu'on étudie. Et sur ça, justement, sur les entreprises collectives, il y a une autre remarque et une réflexion, c'est finalement, j'ai l'impression que des entreprises comme ça, par exemple, qui veut prendre la parole d'Étienne, qui avait quand même beaucoup évoqué quelque chose, le volume avait été quand même un succès de ce point de vue-là, j'ai l'impression qu'il y en a moins aujourd'hui. Et qu'il y a plus de difficultés à faire des dans de l'histoire des religions, hein, mais qu'il y a plus de difficultés à vraiment faire se parler les chercheurs, à quelques exceptions près, mais je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus aussi sur pourquoi est-ce que ça marchait beaucoup et on a l'impression aujourd'hui qu'on a plus de mal à le faire. Là, il y a des volumes, je pensais au volume de Henri Bonnet qui marche bien, sur le puissance divine à l'épreuve du comparatisme qui pour le coup, c'est pas mal, mais au final, il ne débouchait pas sur grand-chose de nouveau. Pardon, je me permets de reformuler la question pour les personnes qui sont en ligne parce que je ne suis pas sûre que vous entendiez bien. Est-ce que vous entendez? Si vous entendez, je ne répète pas. Oui, oui, moi j'ai entendu. Ah bon, bah parfait. Mais je ne sais pas pour les autres. Hein. Ça m'entend très bien. Alors, quant au problème de la réification, c'est tout à fait juste et c'est ce qui m'a frappé dernièrement en consultant de nouveau un de ses ouvrages collectifs d'Étienne, c'était celui sur les tracés de fondation, c'est qu'on a l'impression un peu d'une juxtaposition de recherche et de recherche d'ordre anthropologique sans que la comparaison soit véritablement opérée, sinon par d'Étienne lui-même dans ses remarques introductives. Hein. Et on n'a même pas l'impression d'un dialogue entre les différents protagonistes, disons, de la comparaison, alors que ces protagonistes ont un thème commun, sinon une approche commune, en tout cas un thème commun. Et ça, c'est une des choses qui m'avait frappé aussi dans la lecture des premiers, enfin des résultats de ces premières enquêtes comparatives, celle de la juxtaposition. C'est difficile. D'où la nécessité de repenser nos concepts opératoires. C'est par le biais des concepts opératoires, peut-être que la comparaison sera
possible. Et la comparaison, la comparaison évidemment polyphonique, hein. On peut naturellement aussi défendre la comparaison monophonique opérée par un seul protagoniste ou une seule protagoniste. Et c'est le cas maintenant, enfin, ça me conduit à la réponse à votre seconde question. La comparaison polyphonique, je prétends que la comparaison polyphonique est devenue beaucoup plus difficile justement dans la conjoncture, comment dire, la conjoncture idéologique générale qui est la nôtre, où les individus sont mis en concurrence les uns avec les autres, où il y a ce souci non seulement de cultiver son self, mais aussi de le mettre en valeur. Et là, j'ai l'impression que ça déteint aussi dans le domaine académique et que le dialogue est nettement plus difficile qu'il ne l'était encore dans les années 2000. Hein. C'est comme ça de manière tout à fait générale. Et dans cette mesure, l'entreprise, une entreprise comparative menée à Toulouse par Corinne Bonnet, est tout à fait remarquable. Et elle est remarquable parce que du point de vue des outils analytiques ou des concepts opératoires, là, il y a comment dire, il y a il y a d'abord une réflexion, hein, notamment la réflexion sur ce qu'est éventuellement un théonyme, ou ce qu'on appelle un théonyme, la réflexion sur la qualification, la qualification de la divinité en tant qu'épiclèse, etc. Et il y a finalement un vocabulaire commun, et dans la mesure où il y a un vocabulaire commun, je veux dire des outils de comparaison qui sont aussi communs avec des cultures naturellement différentes, de la Phénicie à la Rome, en passant par la Grèce, antique. Mais je dois dire que dans notre domaine, cette recherche fait un petit peu exception. Hein. Je ne sais pas si vous voyez d'autres. En revanche, dans le domaine, pas en revanche, et en particulier dans le domaine de la littérature comparée, on a l'impression aussi à des initiatives qui sont des initiatives, disons, individuelles, hein, très nettement. Parce que si je peux revenir là-dessus sur une remarque des organisateurs au début qui était le fait qu'on ne se parle pas forcément toujours entre collègues, je faisais la réflexion avec d'autres collègues, que le problème aussi d'un colloque, quand on essaye de faire de la comparaison, c'est qu'en fait, chacun arrive, parle pendant 30 minutes, par 10 minutes de questions, et puis après, en fait, il n'y a pas forcément, c'est pas forcément remis sur le métier pour repenser les concepts, enfin, on ne reprend pas tout ce qu'on a dit pour déstructurer son article et le restructurer à partir de ce qu'a dit les autres. Et peut-être une des forces de ce qu'a fait Corinne Bonnet à Toulouse, c'est que en fait, c'était une équipe et ils arrivaient plus à se parler. Oui. Et il y a peut-être un problème d'organisation de la recherche aussi pour faire du comparatisme et travailler sur des objets quand on n'arrive pas en fait à se parler parce que, moi je parle pas pour ma paroisse, contre ma paroisse, la PHE, mais on n'a pas le locaux par exemple. Mais juste pour réussir à se parler, à construire des objets, c'est oui. Et si je puis me permettre, j'ai l'impression que la grande introduction historique que tu nous as faite là a le grand mérite de souligner peut-être deux écueils du comparatisme entre lesquels on essaie de naviguer, mais il y a le comparatisme un peu hiérarchisant, je dirais, c'est-à-dire qui part de catégories situées pour établir des hiérarchies en fait qui sont qui sont présupposées. Donc à la fin, on en arrive très gentiment à la conclusion qui était présupposée par l'élaboration des catégories elles-mêmes. Et puis, alors pour déjouer ça, on arrive à, j'ai l'impression ce que propose d'Étienne en particulier, hein, peut-être un modèle plus rhizomique ou plus, en tout cas,
juxtaposition comme ça, mais qui déjoue les hiérarchisations, mais qui, du coup, se parlent pas parce que, en fait, à partir du moment où enfin, mon problème, moi, c'est comment construire une catégorie qui permette la comparaison sans, euh, sans présupposer une hiérarchisation implicite, parce que la catégorie, évidemment, elle est située, et donc, évidemment, si je suis une chercheuse, enfin, dans la production de savoir, elle va être située en direction, par exemple, de l'Antiquité et donc de la proclamation in fine que la Grèce est le modèle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et donc, comment on se débrouille de ça? Parce que c'est au moment de la production de la catégorie opératoire dont tu parles, déjà, il y a un problème, j'ai l'impression. Alors, il y a peut-être un des moyens pour sortir de cette aporie, c'est, au lieu d'avoir un concept opératoire commun, c'est celui de poser peut-être une question, hein, à la culture aux autres cultures, évidemment une question de notre point de vue, hein, pour ne pas imposer peut-être un concept qui pourrait apparaître comme un concept hiérarchisant ou qui déboucherait sur une comparaison hiérarchisante. Et puis, comment dire, l'autre démarche pour éviter la simple juxtaposition, c'est évidemment celle du dialogue, hein. Et c'est ce qui c'est pour moi une des grandes lacunes dans les différentes recherches communes organisées dans un premier temps et puis ensuite publiées, en partie d'ailleurs, publiées par d'Étienne. Il y a bien un éventuel fil conducteur, mais ce fil conducteur est développé sans qu'il y ait échange, et c'est un échange qui doit d'ailleurs procéder par contraste, hein, puisque le fondement de la comparaison est d'ordre naturellement différentiel. J'insiste sur cet aspect. Et puis, oui, pardon. Ouais. Non, bah alors, juste pour rebondir, si tu as fini. Oui, oui. Juste pour rebondir, je voulais savoir quelle était la part du séminaire, parce que par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, ça présupposait effectivement un colloque où chacun parle et juxtapose des discours, mais quelle est la part du séminaire dans la démarche de d'Étienne? Je sais que j'ai participé avec d'autres à des séminaires de Cléo Carastro, qui a beaucoup travaillé avec d'Étienne et qui réunissait régulièrement des spécialistes, mais où chacun à son tour prenait la parole. Et donc, il y avait une durée de la discussion. Entre-temps, on discutait, on buvait des verres, et quand on boit des verres, on parle. Je veux dire, les choses n'étaient pas figées. Et je crois que le séminaire, grâce à la durée, à une temporalité qui n'est pas celle des colloques et de la productivité des colloques et de leurs actes, on était justement dans des réunions périodiques, on se réunissait périodiquement et ça permettait un temps long de la pensée et un temps long du dialogue. Et moi je connais mal la place du séminaire dans le travail de Détienne. Peut-être a-t-il mené différentes formes dans sa production. Donc, Détienne avait son propre séminaire à les PHE, et là, il exposait les différentes recherches qui ont abouti, par exemple, au jardin d'Adonis ou à Apollon, le couteau à la main. Et il organisait, d'après ce que je me rappelle, ces rencontres comparatives dans un autre cadre, hein. Alors, il pouvait arriver que
l'un des protagonistes de la comparaison, intervienne aussi dans le séminaire, mais c'était des projets pour lesquels il faisait d'ailleurs une demande auprès du CNRS, probablement pour inviter des hôtes, des hôtes étrangers. Donc là, la dynamique, il me semble que dans ces grandes assemblées, enfin, ces grands colloques, euh, ces grands colloques comparatistes, il n'y avait pas la même dynamique et la dynamique de l'échange qui est celle d'un séminaire. Je ne sais pas si d'autres non, probablement pas, personne parmi vous n'a évidemment vécu ces rencontres. Et ça se ressent beaucoup dans les publications, me semble-t-il. Hein. Alessandro. Naturellement, je ne peux pas reconnaître cette histoire-là, mais je me posais une question au-delà des séminaires aussi, tout en fait, des liens académiques qui sont aussi présupposés par ces travaux comparatifs, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il faudrait comparer les rapports de matière et voir qui sont les auteurs, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui détiennent peut-être un peu plus tard, et qui finalement révélaient un peu de l'inquiétude sur l'autre. J'ai l'impression qu'au final, si on pouvait faire, enfin, une des choses qui permet aussi de faire du comparatisme dans le monde, c'est éventuellement dans la forme du séminaire, c'est aussi le fait de parler avec des gens qui ont l'habitude, qui se connaissent depuis longtemps et qui ont pris, en fait, qui savent aussi de quoi parlent les autres, les difficultés qu'elles conseillent, de commencer un peu à comprendre comment ça fonctionne, les terrains des autres, etc. De ce point de vue, par exemple, l'expérience que j'avais faite en arrivant à Paris, les tiennes étaient plus actifs et qui a pris, je pense, sûrement pas dit, je ne sais pas s'il y avait encore beaucoup, mais c'était quand même, on allait écouter les séminaires des africanistes qui venaient écouter un peu les anthropologues, même si ce n'était pas des séminaires comparatistes à la base. Ah oui, d'accord. Il y a une là que j'imagine pourrait exister. Et voilà, je me demande aussi quelle est la part de cet échange-là, de cette faire, en fait, de se connaître les uns les autres, de se fréquenter quelque part, même en dehors, en fait, dans ces cadre comparatif. Tout qui était un peu le réseau qui permettait, en fait, il existe tout ça, les gens qui longtemps devaient jouer un rôle plus simple, je ne sais pas après comment ça s'est structuré. C'est structuré, ça reste justement une espèce de réseau un peu formé dans le formel des collègues qui se connaissent, c'est très grand. Je ne sais pas comment tu vois cette part-là, en fait. Est-ce qu'en ligne, il y a des réactions sinon, il y a une question dans la salle, mais s'il y a une question en ligne, donc... Ricardo, voilà, Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je vous entends. Merci. Alors, bonsoir à Claude, tout d'abord, et à toutes et à tous. Ma voix vient de loin, vient de Pise. Je me permettrai d'introduire un thème de réflexion par rapport à l'œuvre intellectuelle de Marco, de Marcel Détienne. J'ai écouté avec attention et je suis complètement d'accord avec la reconstruction que Claude nous a proposée, je dirais, de la partie comparatiste de l'œuvre intellectuelle de Marco. Mais il y en a un autre qui vient avant et qui est d'une manière fort intéressante marqué par des influences intellectuelles qui sont autres par rapport à celles que justement Claude a citées. Si on réfléchit à ce que Marco a écrit au début, Homère, Hésiode et Pythagore, le test sur Daimon, le test sur crise agraire et attitude religieuse dans Hésiode, jusqu'au maître de vérité, on voit que l'influence comparatiste est introduite par la psychologie historique.
il y a un texte de Marco qui est très peu connu. Je crois qu'un tiré à part existait au moins dans la bibliothèque du Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes quand il était encore rue Monsieur le Prince. C'est un tout petit tiré à part d'une petite revue belge qui a un grand nom, Synthèse, mais qui n'est pas la revue de Synthèse. Et ce texte a comme titre un renouvellement dans les sciences humaines, donc quelque chose de grand. La psychologie historique et comparative d'Ignace Meyerson. Donc, il met une grande attention au fait que la psychologie historique a une dimension comparative. Et je crois que dans ses maîtres de vérité, il en tient le juste compte. Et on est en 67. Quand on fait du comparatisme au premier centre, qui ne s'appelait pas encore Centre Gernet, il participe à la recherche sur la fonction guerrière, mais il participe dans les sillons du système Meyerson, c'est-à-dire chacun introduisait ce qu'il connaissait. Et donc, il donne son test sur la phalange, mais pas plus que ça. Et je crois que si on réfléchit à la construction du livre qu'il a publié avec Vernon en 1974 sur la métisse, il y a peu de comparaisons là. Je crois que tout commence après l'invention de la mythologie, quand il prend sa voix indépendante et il affirme une ligne. Ce que Claude a reconstruit correspond même, dans mon cas, à des souvenirs des discussions au centre de la rue Monsieur le Prince au début des années 80, parce que les deux recherches qui étaient en discussion avant le choix pour les images qui fut très marqué dans l'enseignement de Vernon au collège et par ceux qui travaillaient avec lui. C'était d'un côté Nicole qui insistait sur masculin-féminin et de l'autre côté Marco qui avait introduit l'écriture et tout ce qui n'en venait. Et ça a été le moment où il a fait le choix du comparatisme comme ce qui le caractérisait à l'intérieur du groupe. Je crois qu'une réflexion sur ça ne serait pas inutile. Et je souhaite que quelqu'un de jeune puisse revoir les papiers et reconstruire ce fragment, ce segment du parcours intellectuel de Marco. Ça va nous donner quelque chose, je crois. Mais merci encore, Claude. Ce que j'ajouterais juste de ce point de vue, de ce point de vue-là, c'est que, mais je ne sais plus exactement quand tu le sais naturellement mieux que moi, quelle est la date du changement de la dénomination du centre, qui était bien un centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes, qui est devenu le centre Louis Gernet. Et je me rappelle très bien, mais je ne sais plus quand situer ce moment, que Marcel Détienne avait reproché à Jean-Pierre Vernant, c'est probablement à partir de la publication de ce volume, qui est un volume collectif qui s'appelle L'homme grec. Il y a aussi eu de ce point de vue-là des critiques de la part de Nicole Laureau, d'avoir concentré les recherches conduites dans ce centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes sur la Grèce antique et en particulier, à propos de ce volume, sur, entre guillemets, l'homme grec.
Mais Oui, là, du point de vue chronologique, je ne sais plus exactement quand situer ces moments. Mais je sais qu'il y a eu une prise de distance, je- disons, de la part de Marcel Détienne. Et c'est peut-être le moment où il a peut-être lancé sa première recherche, son premier groupe comparatif aussi. C'est possible. ça a été, Claude, après, après 84, quand JP a laissé la direction du centre à Pierre, c'est Pierre qui a proposé le nouveau nom et a introduit la nouvelle dénomination Centre Louis Gernet euh, euh, en éliminant euh, l'addiction centre de recherche comparé sur les sociétés anciennes. Donc, Pierre, pardon, pour préciser son nom. Pierre Vidal-Naquet. Pierre Pierre Vidal. Galna, Oui, bien sûr. Non, excusez-moi. mais pas de souci, pas de souci. En fait, c'est très agréable d'entendre les prénoms de Nicole Laureau, de Pierre Vidal, mais on n'a pas la- l'habitude. Mais en même temps, ça fait plaisir de les entendre si familiers. Il y avait une autre question en ligne. Oana Ban. Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette excellente conférence. Alors moi, je suis masterante et je viens en fait du droit, donc je suis pas déjà une érudite dans toutes ces questions autour des différentes méthodologies. Et donc, comme je dois rechercher ma propre méthodologie sur mon thème en histoire de religion, euh, je suis tombée aussi sur le Cognitive Sciences of Religion et j'ai pu comprendre que je sais pas, c'est pas très bien vu. Donc, comment est-ce que donc cette Cognitive Sciences of Religion, dans toutes ces différentes méthodologies en histoire et en histoire de religion, donc explorer les mécanismes mentaux ou du cerveau qui peuvent donc amener à des schémas récurrents de croyances religieuses et pratiques. Est-ce que votre tradition, entre guillemets, s'influence ou prend en compte les résultats de cette subdiscipline, si on peut la nommer comme ça, ou est-ce que c'est complètement séparé? Donc ça m'intéresserait parce que voilà, c'est des approches quand même différentes, mais elles peuvent peut-être aussi se mutuellement fructifier. Mhm. Alors, je pourrais peut-être, c'est pas tout à fait une anecdote, mais pour répondre, partir comment dire, d'un malentendu qui a été à l'origine de la publication de ce volume collectif aux presses universitaires de Liège par les soins de Vinciane Pirenne de Delforge. Dans sa propre contribution à ce volume, Détienne a présenté une critique de l'histoire des religions et de l'histoire des religions telle qu'elle se pratique à l'école pratique avec une tendance à la christianisation, etc., etc. Et j'avais, dans un premier temps, pris contact avec le directeur de la revue de l'histoire, enfin, secrétaire général de la revue d'histoire des religions de la RHR, parce que je tenais à ce que ce volume paraisse comme supplément dans la RHR. Et le directeur a accepté le dossier, à l'exception de la contribution de Marcel Détienne, parce qu'il a trouvé beaucoup trop critique, notamment à l'égard du concept de religion. Et, non, et il m'a demandé alors il n'a pas voulu assumer son refus, mais il m'a demandé de prier d'Étienne de retirer son intervention qui attaquait pas, mais enfin, c'est l'intervention qui mettait en cause certains de ses collègues à la cinquième section de l'EPHE. Alors, il était évidemment exclu que je me prête à ce jeu-là. C'est la raison pour laquelle ce volume a paru. Donc,
dans la collection dirigée par Vinciane Pirani-Delforge. Mais quoi qu'il en soit, ceci pour dire que le concept même de religion est justement l'un des concepts qui certainement est un concept opératoire, mais qui est à remettre en question si on utilise dans une étude d'ordre comparatif. Hein. Mais il est évident et c'est ce que j'avais fait dans un précédent travail sur un précédent collectif sur les méthodes comparatives, ce qui était au centre, c'était justement le concept de religion et le concept de religion. Ce qui nous apparaît comme la religion, mais la religion dans différentes cultures. Il y avait une question dans la salle. Elle est toujours d'actualité. Des pratiques Alors, on vous écoute. C'est Et justement, comment doit faire celui qui initie une entreprise comparatiste? Est-ce qu'il doit tout de suite s'inquiéter de cette historicité au risque de s'arrêter en cours? Ou est-ce que finalement, c'est une interrogation qui doit aller en cours, même une fois l'entreprise finie? Comment est-ce qu'on négocie avec cette historicité? Parce que toute entreprise comparatiste est historicisée, mais comment est-ce que celui qui compare négocie avec cette historicité? Il me semble que toute entreprise comparative, aussi limitée soit-elle, part d'une réflexion sur sa méthode, tout simplement. Hein. Et qui dit réflexion sur la méthode, dit prise en considération, évidemment, d'entreprises comparatives qui se sont inscrites, non pas dans la même ligne, mais alors d'entreprises comparatives dont comment dire, je m'excuse, d'entreprises comparatives dont l'objet ou dont le champ de recherche était analogue, d'une part, mais d'entreprises comparatives aussi qui se sont fondées sur une méthode précise pour éventuellement s'en dissocier. Hein. Oui, certainement. Et si on prend l'exemple de Zen, qu'est-ce qui est à la base de cet élan comparatif? Qu'est-ce qui a motivé cette volonté de sortir du contexte grec? Est-ce que c'est identifiable? Est-ce que c'est historisable? Oui. Bon, Riccardo Di Donato on a donné quelques éléments, hein, en montrant que, par exemple, ce qui fonde la réflexion sur les maîtres de vérité, ce sont aussi des contrastes avec d'autres régimes de poéticité, d'autres régimes d'affirmation d'une vérité d'ordre poétique. Oui. Non. Ça, je pense que c'est une sensibilité qu'on a dans les travaux d'Étienne dès ses premières démarches. C'est une pensée aussi. Dans les jardins de Denis, c'est moins sensible quand même. Ouais, non, là, c'est moins sensible. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, je pense qu'il y a quelque chose qui nous a perdu au plus les jeunes générations. C'est que j'étais très étonné en lisant le livre avec Marcel Etienne de voir la correspondance et l'amplitude de la correspondance et le fait de voir qu'avec des chercheurs comme Lévi-Strauss, vous pouvez s'envoyer des lettres, des fois de 15 pages, et qui étaient vraiment très profondément de leurs différences. Et c'est quelque chose que nous, au XXIe siècle, je n'ai pas. Et même dans la pratique des mails, on pourrait dire ça s'est reporté dans les mails? Non, je ne pense jamais en mail de 15 pages, un chercheur. Sont pas de mail argumenté. Donc, des stades glissés en fait d'échanges et de collaboration. Une question mais qui est large et qui à mon avis va revenir tout au long de ce séminaire. Vous avez justement parlé du présent, revenir au présent des opérateurs et justement qu'est-ce qu'on peut faire aussi des concepts du présent qui émergent des problématiques contemporaines, je pense aux problématiques écologiques, aux problématiques d'études de genre, quelle place leur donner justement pour réfléchir aussi à des cultures aussi éloignées que sont les cultures grecques ou romaines ou autres dont vous avez aussi parlé. Voilà. Mais c'est évidemment une question extrêmement large et c'est une problématique que je me pose
puissant en tant que plutôt que littéraire, mais évidemment, ça prend aussi dans des enjeux anthropologiques. Oh, bah, pour prendre deux exemples sur lesquels j'ai travaillé, on peut avoir une réflexion, par exemple, sur ces reprises de la figure de Gaïa, hein, aussi bien d'ailleurs du côté de la biogéologie, c'est évidemment l'hypothèse de son m'échappe. Bon, euh, euh, et que les nouvelles versions écoféministes qui ont été élaborées du mythe et du rôle de Gaïa, par exemple, mais on peut aussi interroger la Grèce du point de vue des relations des humains et des sociétés humaines, d'une société humaine avec son environnement, par exemple. Hein. Et là, la comparaison, elle est évidemment non seulement contrastive, mais en retour critique à l'égard de notre propre paradigme. Moi, j'ai un peu la question symétrique, parce que c'est la question de ce qu'on fait ici dans ce séminaire depuis des années et des années. C'est pourquoi, en fait, et en quoi la comparaison est peut-être la seule condition de possibilité pour regarder ces textes anciens. Enfin, disons, en tout cas, pourquoi ça donne une valeur à ces textes anciens que moi, personnellement, j'ai du mal à trouver en dehors de ce cadre comparatif et comparatiste. Enfin, voilà, je sais pas, c'est aussi très large, je suis désolée. Mais je ne comprends pas ce que tu entends. Est-ce que tu entends que c'est le dialogue ou d'entendre d'autres personnes parler du texte qui t'intéresse, qui éveille ta propre réflexion En fait, et, ouais, c'est que moi, je suis arrivée dans le séminaire depuis Paris 4, oui. où on ne pratiquait pas la comparaison. On lisait les textes anciens comme des en soi. Et, et en fait, ça me tombait des mains. Et j'arrive plus à faire ça. Et je pense qu'ici, on n'a jamais fait ça. Et donc, j'ai l'impression que la comparaison est inhérente à mon rapport à l'Antiquité. Mais alors que je ne perçois pas ça avec d'autres textes, par exemple dans la littérature française, enfin, je ne sais pas. Mais le rapport à l'Antiquité, j'ai l'impression qu'il ne devient crucial ou intéressant que par cette comparaison. Mais je ne sais pas, enfin, je sais pas si c'est... Alors, il y a en tout cas un problème qui est absolument fondamental, c'est que, c'est ce que j'ai très très brièvement mentionné, notre connaissance de l'Antiquité, notre connaissance des représentations culturelles de l'Antiquité, notre connaissance de la société antique passe uniquement par des mises en forme discursives, et donc pour nous par des textes et par des mises en forme iconographiques. Hein. Et c'est dire que tout ce qui concerne le contexte, et le contexte ethnologique ou le contexte anthropologique, nous échappe. Hein. Et on a évidemment trop souvent tendance à prendre ces textes comme un reflet du contexte à la fois politique, religieux, etc., dans lequel ils ont été produits et où ils assument une fonction. Et c'est dans cette mesure même que, d'une manière ou d'une autre, la comparaison anthropologique est absolument indispensable, aussi bien pour la Grèce que pour pour Rome d'ailleurs. Si je peux me permettre de rebondir, mais je veux voler la parole à personne. Tu as mentionné le textualisme comme un danger. Or, notre rapport à l'Antiquité, c'est essentiellement au travers des textes et de fouilles archéologiques également, d'objets, mais quand même, en grande partie, par des textes. Et donc, le paradoxe, c'est que si on compare l'Antiquité gréco-romaine à des cultures plus récentes, voire des cultures contemporaines, on a une asymétrie complète entre des cultures qu'on peut même explorer avec un terrain,
en dialoguant avec des personnes, en allant les voir, les regarder, les toucher, les goûter presque, pas presque. Goûter, ça fait partie de la façon dont on peut apprécier une culture, alors qu'en Grèce et à Rome, on a essentiellement justement beaucoup de textes, et encore ces textes, c'est qu'une partie émergée de ces cultures. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, comment on gère ce paradoxe, comment... Mais est-ce que ce paradoxe, on- est-ce que ce paradoxe, on ne parvient pas à le maîtriser plus ou moins dans une perspective d'ethnopoétique? La perspective d'ethnopoétique, nous avons essayé précisément de développer dans ce séminaire, hein. Je veux dire que, en ce qui me concerne, l'ethnopoétique, pour expliquer la fonction, mais pas seulement la fonction, la richesse aussi poétique des manifestations de la poésie dite lyrique est non seulement essentielle, mais est absolument indispensable. Alors, dit autrement, est-ce que précisément, on n'a pas besoin de la comparaison et de l'ethnopoétique pour compenser peut-être, par exemple, si on prend la poésie mélique, comme ces danses ou ces voix, on ne les a pas enregistrées, est-ce que précisément ces cultures autres, elles ne nous permettent pas d'envisager des hypothèses sur quelque chose qu'on a perdu et en grande partie perdu en Grèce ancienne? Ouais. C'est ce que tu disais. Alors Antoine, Oui, sur ce textualisme, justement, j'avais une petite question. Toi, tu le relis le contextualises aussi en disant que c'est un danger, un biais en tout cas, qui est exacerbé par le contexte politique. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus et comment tu lis les deux? Est-ce que le néolibéralisme, si j'ai compris quelque chose, Ah non, ouais, le néolibéralisme implique un risque de textualisme renforcé, quoi. Non? non, non, non. Euh, Est-ce que je lirais le néolibéralisme du point de vue politique au textualisme dont on a été victime au tournant des années 2000 à peu près? Pas forcément. Pas forcément. Non, non, il s'agit de deux mouvements parallèles. Est-ce que l'un fonde l'autre? Je ne suis pas certain. La question se pose en effet. y a-t-il une dernière question parce que l'heure tourne? Alors on a commencé un peu en retard, donc nous finissons un petit peu après l'heure, mais y a-t-il une question? Non, ça n'est pas le cas. Alors, je vous annonce la suite du séminaire. D'abord, encore merci à Claude. Et vous dire précisément qu'on croit beaucoup à la dynamique du séminaire dans la durée, justement pour créer un dialogue, et que donc la suite va continuer le fil de notre réflexion. La prochaine séance sera le 2 décembre. Nous écouterons Florence Dupont, dont le titre de la communication sera Comparer sans essentialiser. Bon, alors, je voudrais intervenir là. Ah, Florence, je t'en prie, vas-y, vas-y. Alors, j'étais très inspirée par le séminaire que j'ai trouvé passionnant, hein, et je ne suis pas intervenue parce que vous m'entendrez assez la prochaine fois. J'ai changé mon titre. Ah, Et, alors, je te l'ai envoyé, hein, mais je peux vous le dire, hein, c'est le titre. Alors, j'ai complètement changé. En plus, comme bon, j'interviens la seconde fois, le titre est le suivant. Quand les Romains et les Grecs se comparaient les uns les autres, construisaient-ils des comparables? Alors, quand n'ayez pas une crise cardiaque. de comparer les uns les autres. Vous savez, ils ont passé son temps à se comparer, hein. Eh Et oui. évidemment, le secret est derrière. Hein, construisaient-ils des comparables? C'est-à-dire quand Plutarque écrit, hein, etc., hein, et construisaient-ils des comparables? D'accord. Non, mais bon, je trouvais mon titre sinistre.
Et, et, Non, mais on touche du doigt la spécificité des Romains, c'est formidable. non, mais justement, enfin, n'anticipons pas. Non, très bien, Voilà. très bien, Non, très mais bien. Mais c'est plus voilà, complexe. donc tu nous livres en exclusivité. Voilà le titre de la prochaine séance. Et puis ensuite, nous écouterons Ute Heinemann en janvier. Et vous avez Et elle reprendra le problème de l'universalité qui est, je voulais pas non plus faire avant elle prendre ce problème puisque elle va en parler fondamentalement, voilà. Voilà, et puis ensuite nous avancerons. Vous avez le détail du séminaire. En tout cas, on était ravis que vous soyez si nombreux ce soir. Une petite remarque, oui? Oui, je vais juste me permettre. Merci à toutes et à tous, toutes les personnes en ligne. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité des activités d'ATE, merci de laisser dans le chat votre nom, prénom avec votre adresse mail et comme ça, je pourrai vous ajouter à la liste. Voilà, merci. Et une petite autre remarque, on a commencé à 18 heures aujourd'hui, mais je crois qu'on commencera à 18h30 les prochaines fois. En tout cas, surveillez bien les choses. Surveillez les choses. On avait écrit 18h30 sur le programme général. Aujourd'hui, on a commencé à 18h. Donc, voyez quand on vous enverra l'information de la prochaine séance, si on se fixe à 18h ou 18h30. Voilà. Donc, bon, sans doute 18h peut-être. En tout cas, soyez attentifs à cela. Merci encore et à la prochaine séance. Attends. Oui, ne perdent pas la session de janvier. Personne ne veut bien laisser leur mail.